Ahmed Rahou, bonjour. Bonjour, Merci de nous recevoir ici aujourd'hui au siège du Conseil de la concurrence à Rabat. bienvenue. مرحبا بنا عندكم et مرحبا بك عندنا sur Média 24 dans le Merci 12-13 beaucoup de pour Média 24. l'invitation. Alors, pourquoi on est là aujourd'hui au siège du Conseil de la concurrence à Rabat? Puisqu'il y a une question à laquelle on essaie de répondre. Faut-il, oui ou non, ouvrir le capital des pharmacies d'officine aux investisseurs? C'est la question qui agite aujourd'hui tous les acteurs du système de santé au Maroc et pour laquelle nous avons sollicité d'ailleurs cet entretien, car le conseil que vous présidez, Serhou, a engagé le débat et veut engager le débat autour de cette question. Pour certains, c'est une mesure souhaitée et indispensable pour moderniser un secteur qui souffre, mais pour d'autres, c'est le début peut-être d'une financiarisation du secteur de la santé et du médicament. Alors, au-delà des crispations corporatistes et des intérêts des uns et des autres, ce qui devrait animer tout le monde, c'est l'intérêt général. Et c'est ce que nous allons tenter de faire aujourd'hui à travers cet entretien. Ma première question est la suivante, c'est Ahmed Rahou. Ces dernières semaines, votre agenda a été marqué par des réunions avec les différentes parties prenantes du secteur de la santé sur la question, sur le décret relatif au prix des médicaments. Alors, on s'attendait à une annonce peut-être dans ce sens. Et voilà que la question autour de l'ouverture du capital des pharmacies émerge. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Et que pensez-vous, que pense le président du Conseil de la concurrence sur ce débat autour de l'ouverture ou non du capital des pharmacies au Maroc? En tout cas, merci de nous donner la parole pour exprimer un peu la position du Conseil sur un sujet important. Le Conseil, de par ses prérogatives, s'intéresse à beaucoup de secteurs. On a travaillé sur les secteurs de l'huile, du blé avec les minoteries, des aliments de bétail, etc., etc. Et chaque fois, nous avons une position ou une vision globale secteur. Pourquoi? Parce que le Conseil de la concurrence veille à la liberté d'investir, à la liberté du consommateur d'avoir de bons produits à bon prix et également au fait qu'on ait une économie libérale qui tourne par les règles du jeu de l'offre et de la demande et s'équilibre. Évidemment, le secteur de la santé est un secteur important. Il a sa particularité, parce que c'est la santé, parce que ça touche quelque chose de précieux et de fondamental pour la vie des gens, qui est leur santé, mais aussi parce que l'État est concerné par la couverture sociale et surtout, on est dans le cadre de la couverture sociale généralisée, grand projet royal auquel nous souscrivons 1000 fois, évidemment. Et donc, nous voulions, sur ce secteur en particulier, voir si les conditions d'exercice du métier de la distribution de médicaments tournent de façon correcte. Est-ce que ce secteur tient par lui-même? Est-ce que ce secteur est en bonne santé? Est-ce que, dans le cadre de ce grand plan de couverture sociale généralisée, nous avons ce qu'il faut? Je rappelle juste que nous nous sommes intéressés aux cliniques privées il y a quelque temps. Nous avons aussi ouvert le chantier concernant l'industrie pharmaceutique et l'importation de médicaments. Et bien évidemment, le circuit de distribution des médicaments est un élément qui est posé. Alors, le secteur est particulier dans le sens où c'est la santé, mais comme on dit souvent, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et donc, le regard économique, malgré tout, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'écrits sur l'économie de la santé de façon générale, il faut qu'il y ait une vision qui permette à notre système d'être assis sur des bases solides. C'est ce qui nous a amené à ouvrir ce débat. D'ailleurs, avant que le décret des médicaments nous soit soumis, enfin le projet de décret, auquel d'ailleurs nous avons envoyé nos remarques au gouvernement pour tenir compte d'un certain nombre de choses qui sont prévues dans ce décret, y compris des choses qui sont dans le rapport qui va sortir bientôt et qui donne l'avis du Conseil sur la distribution du médicament au Maroc et de la pérennité de ce système qu'on avait ouvert auparavant, mais l'un alimente l'autre parce que c'est le décret des prix du médicament qui fixe aussi les modalités de rémunération des pharmaciens. Donc, il était important de corréler les deux. Donc, l'avis sur la distribution des médicaments au Maroc, et donc il va traiter de cette question de l'ouverture ou non du capital des pharmacies, sortira bientôt. Mais la réflexion, vous me le disiez juste avant le début de cet entretien, est engagée depuis un an quasiment. Absolument. C'est un secteur auquel on s'intéresse parce que ça touche quand même la santé des gens, ça touche le coût du médicament qui interpelle, ça touche la couverture sociale et sa pérennité. Donc, on ne peut pas, dans un secteur quand même qui est régulé, certes, mais qui fonctionne avec les investissements privés, qui en l'occurrence sont les investissements faits par les pharmaciens
ou les grossistes, parce que la chaîne, c'est grossistes et pharmaciens, grossistes répartiteurs et pharmaciens. Donc, on a regardé un peu comment ce système tourne. La réponse que commence déjà à être discutée dans le débat public ne concerne pas que l'ouverture. C'est un élément d'un tout. Oui. Et c'est la question qui a fait réagir les pharmaciens ou leurs représentants. Il y a eu une levée de bouclier, vous le savez très très bien, par rapport à cette mesure en particulier. Comment vous l'expliquez? Alors, on comprend que des changements que propose le Conseil puissent interpeller. Donc, chacun, à travers sa casquette, donne un avis sur la question. Nous pensons simplement que le débat doit être ouvert. Et pourquoi d'ailleurs? Si les choses étaient normales, dans le sens où ça tourne tout seul, où il n'y a pas de problème, je pense qu'on dirait tout va bien et puis on passerait à autre chose. Or, tout ne va pas bien dans ce secteur. De l'avis même de ceux qui contestent cette mesure, la situation des pharmaciens aujourd'hui atteint des limites. Si je peux prendre quelques éléments du diagnostic, d'ailleurs partagés. Oui. Nous avons un taux de couverture nationale, c'est les éléments positifs, très important. 14 000 pharmacies, lorsqu'un pays comme la France, qui a 2 fois la population, n'a que 20 000, par exemple. Certains estiment qu'il y en a trop, justement. Absolument, donc il y en a trop. On ne peut pas ne pas se poser la question comment on est arrivé là. Par contre, si la France a à peine un peu plus de pharmacies que nous avons 14 000 pharmaciens, la France a 80 000 pharmaciens. La Tunisie a 2 500 pharmacies, mais elle a 13 000 pharmaciens. Donc, il y a peut-être trop de pharmacies par rapport aux standards même de l'OMS, mais il n'y a pas assez de pharmaciens par rapport aux standards des mêmes pays. Donc, il faut interpeller tout le monde pour dire pourquoi on en est là. Bon, si la conclusion, c'est que tout marche bien, on considère qu'on a le meilleur modèle du monde, on continue. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que, d'abord, le coût de ce réseau, parce qu'il faut quand même partir d'un élément, l'argent que ce réseau nécessite pour tourner, ça représente à peu près 50% du prix des médicaments. Donc, ce n'est pas quelque chose de simple. Donc, ça joue même sur le coût de la santé. Et à côté, nous avons peut-être 30 ou 40%, ça dépend des chiffres, de pharmaciens qui sont en situation extrêmement difficile financièrement, qui arrivent à peine à joindre les deux bouts. Donc, on a un système qui interpelle parce que ça ne tourne pas. Alors, où on laisse les choses en l'état, c'est notre avis. Et dans ce cas, il ne faut pas s'étonner après qu'il y ait des fermetures de pharmacies, qu'il y ait des retours en arrière et qu'il y ait même des blocages en termes de formation, des pays qui ont fermé. Maintenant, il n'y a plus de pharmacie qui s'ouvre, il n'y a plus de pharmacien qui est fermé et ça crée une structure un peu sclérosée. Nous pensons au sein du Conseil qu'il y a moyen peut-être de poser le problème autrement. Donc, nous mettons sur la place des éléments de débat qui concernent certaines choses, d'ailleurs, avec lesquelles on est totalement d'accord avec les professionnels. Je prends un exemple. Oui. La rémunération des pharmaciens, nous l'avons dit au gouvernement, basée uniquement sur un pourcentage du médicament, ce n'est pas une bonne méthode. Pourquoi je vous dis la chose de façon simple? Quand vous avez un pourcentage d'un produit que vous vendez qui vous rémunère, toute baisse de ce produit est une baisse de votre marge. Forcément. Oui. Donc, ça met les pharmaciens contre la politique de l'État qui veut baisser le prix des médicaments. Vous voyez? Donc, autre chose, est-ce qu'on peut tourner qu'avec les médicaments? Est-ce qu'on ne peut pas faire des choses comme des actes, des vaccins, des tests? Ce que demandent les pharmaciens aussi. Alors, nous sommes d'accord. D'ailleurs, dans notre rapport, nous avons repris toutes ces idées pour dire qu'elles sont bonnes. Il faut les prendre. Mais là où le débat reste nécessaire, par exemple, quand vous faites des vaccins ou des piqûres pour des gens qui ont besoin d'un traitement, ou vous faites le suivi des maladies chroniques qu'un pharmacien peut parfaitement faire, à notre avis. Quand vous faites des actes de biologie ou de prélèvement, donc des choses sur lesquelles les pharmaciens peuvent s'équiper, il ne faut jamais oublier que c'est des métiers qui sont touchés par ailleurs. Donc, c'est des actes qui sont faits par d'autres métiers qui vont eux-mêmes avoir leur avis. Ça veut dire juste qu'il faut qu'un débat national s'oppose. C'est-à-dire on ne va pas dire on donne aux pharmaciens sans poser la question. Nous sommes d'accord avec tout ça. Donc, on a même une batterie de choses, y compris des systèmes de garantie, des systèmes qui peuvent rendre bancables davantage les pharmaciens. Donc, on a toute une batterie. Ça, a priori, ce que nous avons comme écho, c'est que les pharmaciens sont tout à fait d'accord avec ça. Une bonne partie émane d'ailleurs de leur corporation. Mais nous disons, nous, ça ne suffit pas pour faire tourner le modèle. Il faut des choses en plus. Ces choses en plus, c'est pas pour le plaisir d'ouvrir le capital. C'est pour dire que ça nécessite des investissements.
Je prends un exemple. Le pharmacien n'est pas en mesure d'assurer ses investissements? En fait, c'est une contrainte qui pèserait financièrement sur lui, qui compliquerait la chose. Je vous donne un exemple. Si on veut que les pharmacies tournent correctement, comme ça s'est passé dans beaucoup de pays, il faut que la pharmacie ne dépende pas que de la vente de médicaments. Dans beaucoup de pays, il y a des produits de diététique, de parapharmacie, de puériculture, de soins de corps, dentifrice, shampoing, etc., que vous trouvez dans les pharmacies et qui constituent maintenant dans des pays européens jusqu'à 30% du chiffre d'affaires. Dans les pays du Golfe, ça va parfois jusqu'à 50%. Or, pour ça, il faut des surfaces de vente plus grandes, il faut des investissements plus grands. Est-ce qu'on peut tabler uniquement sur la capacité financière d'un pharmacien pour faire ça? Mais dans ce cas-là, M. Rho, pourquoi ne pas conditionner l'entrée dans le capital d'une pharmacie, contraindre l'investisseur d'investir dans cette pharmacie en agrandissant par exemple les locaux et en investissant dans ces autres segments que le pharmacien ne peut pas faire. Nous pensons, et c'est ce qui s'est passé ailleurs, c'est pour ça que le benchmark est important, comment ces chaînes qui existent à travers le monde, d'ailleurs souvent initiées par des pharmaciens eux-mêmes. D'abord, une précision s'il vous plaît, à aucun moment, le Conseil ne remet en cause le métier du pharmacien en tant que tel. C'est-à-dire là, le fait de donner un médicament à un patient, c'est le rôle du pharmacien. Donc, des pharmacies sans pharmacien, ça n'existe pas, même pas dans la vision la plus pessimiste. Il faut toujours un pharmacien et nous pensons même que le Maroc a besoin de plus de pharmaciens. Mais la structure d'accueil doit être revue, à l'instar de ce qui se passe dans le monde. Des pharmacies qui nécessitent peut-être des investissements un peu plus importants, ramener peut-être la rémunération sur la base des médicaments, ça on peut y revenir de façon différenciée, oui. Ça on l'a écrit. Bon, je peux dire deux mots là-dessus. Nous préconisons que le pharmacien soit rémunéré par boîte vendue, un forfait, pour qu'il ne soit pas sensible à la baisse des prix, plus un pourcentage. Comme ça, il a toujours un minimum garanti de rémunération. Donc ça va dans le sens de ce que réclament les pharmaciens et même les grossistes qui, à mon avis, doivent être rémunérés de la même façon, pour qu'il n'y ait pas une contradiction entre la politique de l'État et la survie des pharmacies. Donc ça, c'est un élément parmi d'autres. Mais nous disons qu'il faut ne pas dépendre que de la vente des produits pharmaceutiques, les produits médicaments. Il faut élargir le champ. Ça veut dire transformer ce qu'on voit dans beaucoup de pays où les pharmacies ne sont pas des points de vente de médicaments, c'est des points de santé. Ça va jusqu'à, parfois, avoir la possibilité, en Arabie Saoudite, ça existe, on peut consulter par télémédecine en étant dans la pharmacie un médecin. Vous voyez, donc il y a une collaboration pharmacie-médecine, mais qui nécessite des endroits discrets, qui nécessite des investissements un peu importants. Je ne pense pas que ça puisse réussir qu'avec la mobilisation de la capacité d'investissement et du capital que peuvent lever les pharmaciens. Ou alors, et c'est malheureux, ça se ferait au bénéfice de ceux qui ont les moyens, les garanties nécessaires, et pas des autres. Oui. Or, il faut qu'on reste sur un système quand même équilibré, où un pifiche du peuple peut devenir pharmacien. Si on lui met cette contrainte, il va être écrasé, non pas par du capital venant de l'extérieur, mais par des pharmacies plus grandes que lui. Donc, c'est ce modèle que nous interpellons. Alors, la solution peut être de différentes sortes. Nous lançons un débat de dire cette limitation, c'est ce qui nous a donné le système actuel. Si on continue, est-ce que ça produira autre chose? Je ne le crois pas. Oui. Donc, comme on ne le croit pas, on dit il faut penser autrement. Très bien. Mais justement, tout est question d'équilibre et dans ce sens, le travail que vous faites au niveau du Conseil en termes de benchmark pour voir les bonnes pratiques à l'international est très intéressant. J'imagine que vous avez étudié des situations complètement différentes dans les différents pays où il y a eu cette ouverture du capital des pharmacies. Alors, moi, j'ai fait rapidement une petite sélection de ce qui m'intéresse ou de ce qui ressort de chacun des marchés étudiés. Bon, au Portugal, on peut dire que on a eu une ouverture très encadrée et une modernisation tout en douceur du secteur. En Suède ou au Royaume-Uni, on a constaté une concentration exponentielle et rapide du capital. Ce n'est pas idéal, j'imagine. Et puis aux États-Unis, là, c'est l'exemple extrême. La logique commerciale poussée à son paroxysme a engendré une fermeture massive de pharmacies puisque la rentabilité n'était pas au rendez-vous. Quel que soit le modèle qui sera choisi, j'aimerais bien avoir votre avis par rapport au modèle qui correspond le mieux aux réalités du Maroc. Faut mettre en place des garde-fous.
pour justement éviter tous les risques et tous les débordements. Parmi ces garde-fous, la limitation du nombre de pharmacies, par exemple, par investisseur ou dans lequel un investisseur peut investir, une limitation géographique, par exemple, et puis l'interdiction de certains corps de métier ou certaines entités de devenir investisseurs dans les pharmacies, les industriels pharmaceutiques ou encore les assurances. J'imagine que vous les avez listés. Absolument, on a rajouté, si vous permettez, même les grandes chaînes de distribution. Absolument. Qui sont ceux qu'on connaît, des très grandes chaînes avec des supermarchés, parce que nous pensons qu'ils ont des capacités financières qui peuvent être écrasantes. Très bien. Et donc, alors, deux questions en une rapidement. Le modèle qui correspond le plus aux réalités du Maroc, quel est le modèle qu'il faudrait prendre en exemple, entre guillemets, et puis quel garde-fou mettre en place pour éviter tout débordement? Alors, un élément encore essentiel, je l'ai dit, mais je le répète parce que le pharmacien reste au centre de l'activité. La dispensation d'un médicament dans une pharmacie, qu'elle soit dans une chaîne ou privée, se fait toujours par un pharmacien. Quand vous allez en Europe, vous avez de très grandes chaînes. Quand vous allez même aux États-Unis, celui qui est derrière le comptoir qui discute avec vous est un pharmacien diplômé. Donc, il ne faut pas raisonner seulement en nombre de pharmacies, il faut raisonner en nombre de pharmaciens. Je crois qu'aux États-Unis, même si des pharmacies ont fermé, les pharmaciens n'ont pas disparu. Ils sont un peu déployés autrement. Donc, mais c'est un modèle extrême, c'est vrai. Nous préférons aller vers des modèles, effectivement, où on procède par étapes. D'abord, permettre la levée de capitaux pour agrandir et pour permettre, si on arrive à 20-30% du chiffre d'affaires des pharmaciens qui ne dépend pas du médicament, on aura fait un grand pas. Ça suppose des investissements. Donc, il faut que tout pharmacien soit capable de lever des fonds pour l'accompagner, seul ou dans une chaîne. Une chaîne, d'ailleurs, qui peut être en propriétaire partiel des pharmacies elles-mêmes ou simplement une coopérative. Donc, on n'exclut pas le fait que ça existe en France. La France, par exemple, est un cas où la propriété des pharmacies est restée propriété des pharmaciens. Mais ça n'a pas empêché, au-dessus, de développer une couche de sociétés qui, aujourd'hui, ont franchisé ces pharmaciens avec un nom de marque. Et c'est la société en amont qui gère les stocks, qui gère la formation, qui gère l'équipement des pharmacies et probablement qui gère aussi des facilités financières données aux pharmaciens quand on adhère à cette chaîne. Donc, il y a plusieurs modèles. Les limitations, évidemment, donc les exclusions que vous avez citées, pas d'assurance, pas d'industriels pharmaceutiques, pas de grandes chaînes, et les gens qui peuvent avoir on peut imaginer des exclusions encore plus larges. Justement, mais pourquoi ne pas inclure les grossistes répartiteurs dans ces exclusions? Parce que en échangeant avec certains représentants des pharmaciens, ce qu'on nous dit, c'est que déjà à l'origine, certains grossistes répartiteurs poussent ou militent vers l'ouverture du capital des pharmacies pour les grossistes répartiteurs, même si certains aujourd'hui disent le contraire de ce qu'ils auraient pu dire il y a à peine quelques semaines. Et puis, la situation aujourd'hui au Maroc, c'est que certains grossistes répartiteurs sont des créanciers de certaines pharmacies. Et donc, le risque, c'est de les voir profiter de ce débat ou de cette question de l'ouverture du capital pour prendre le contrôle de certaines pharmacies. Que répondez-vous à cela? Alors, il y a une réponse déjà. Il y a des pharmaciens déjà assez gros aujourd'hui pour commander directement auprès des usines. Donc, quelle est la strate grossiste ou pas grossiste? C'est difficile. Quand on prend une chaîne de distribution, grossiste, demi-grossiste et détaillante, pour nous, c'est un tout. C'est la chaîne de distribution. Et quand on grossit, à la base, par exemple, quand on a une chaîne de détail, c'est le cas des grands supermarchés, etc., ils deviennent leurs propres grossistes. En fait, c'est eux qui achètent directement auprès des producteurs. Donc, il est très difficile de voir si un jour on a une chaîne de pharmacie, elle va devenir son propre grossiste. Après, est-ce qu'elle doit vendre? Elle peut vendre si un pharmacien à côté vient lui réclamer. Pourquoi il s'interdirait de vendre? Je rappelle qu'il y a interdiction, l'interdiction de vente, le refus de vente est limité par la loi. Donc, on pense que le métier de la distribution commence au grossiste pour finir à la pharmacie d'officine. C'est un tout. Maintenant, ce système tourne. Nous, en tant que conseil, on met toujours, quand un grossiste fournit son propre réseau et fournit un réseau concurrent, on demande à respecter certaines règles d'égalité de traitement. Donc, ça peut se traiter... Mais il devra être contraint, justement, de ne pas faire de différenciation entre son réseau à lui et... Le conseil est là pour ça, quand il y a des abus. Donc, on est intervenu dans des cas similaires. Donc, pour moi, l'exclusion, de toute façon, le conseil a donné certaines limitations. Je rappelle ce que vous avez dit, nous sommes d'accord. Limitation en nombre de pharmacies détenues dans un endroit donné, limitation en termes nationaux,
Limitation peut-être aussi par rapport à la part de marché détenue. Et peut-être, la contrepartie, c'est des obligations. Je rappelle un système qui a fonctionné au Maroc dans les années 70-80 pour assurer la couverture bancaire. Banque El Maghrib demandait aux banques, pour chaque ouverture dans les grands centres urbains, Rabat, Casa, Tanger, Marrakech, la Banque centrale demandait que la banque ouvre une agence dans des coins qui n'étaient pas couverts par les banques. Et en fait, ça a duré 20 ans. Au bout de ces 20 ans, quand on a couvert tout le territoire, liberté était donnée de s'installer comme on veut. Donc, il peut y avoir des mécanismes qui sont plus faciles à discuter avec de grands acteurs qu'avec un pharmacien unique. Et aujourd'hui, malheureusement, la possibilité d'investissement des pharmaciens, elle est ce qu'elle est. Donc, on ne peut pas demander d'agrandir, etc. Sinon, on risque d'avoir des pharmaciens qui ont les moyens, eux, de grossir et qui risquent même de faire de l'ombre à leurs collègues qui sont petits. Et on a déjà des plaintes aujourd'hui de médicaments qu'on ne trouve pas dans des petites pharmacies, qu'on ne trouve que dans les grandes, alors que les marges peuvent être intéressantes parce que la capacité financière ne permet pas, ou parce que même les grossistes ne peuvent pas donner ces médicaments de peur de ne pas être payés parce que c'est des montants relativement importants. Donc, c'est un tout. Et je rappelle, donc, notre proposition, c'est une base de discussion qui est posée sur la table en disant il y a les pharmaciens, bien évidemment, il y a ceux dont le métier risque d'impacter par l'élargissement du rôle du pharmacien, qui sont les biologistes, qui sont les laboratoires, qui sont les infirmiers, qui sont les médecins, parce qu'on demande que certains actes soient possibles en pharmacie. Donc, c'est un débat national que nous souhaitons sur ces questions, sans exclusive ou de dire telle chose est impossible. Le benchmark le montre, en fait. Les pays ont tous évolué. Le risque, c'est quoi si on continue? C'est qu'on ait des pharmaciens dont on sait que faire pour le sauver, si ce n'est de faire des donations étatiques. Or, un système comme ça, nous, on n'est pas d'accord qu'on puisse inscrire un réseau ou un système de distribution dans l'aide permanente de l'État. L'aide de l'État, elle est permise, mais il faut qu'elle soit ponctuelle. Mais par contre, on dit qu'il faut des mécanismes de soutien. Quand on est isolé dans un coin perdu, on apporte le local, on apporte des choses. Ça peut exister. Et on a suggéré même que ce qui était la Caisse centrale de garantie, qui est Tiamouil comme aujourd'hui, soit impliqué pour, avec les professionnels, trouver des modalités de travail. D'ailleurs, quand on a présenté notre rapport, le patron, donc le directeur général de Tiam Wilcom, était présent. D'accord. Et il a montré un intérêt à développer des instruments pareils. Très bien. Donc le débat doit être pour nous, c'est l'important. Et il est ouvert de facto. Pour conclure, parce que le temps passe très très vite, et j'aimerais qu'on le conclue pour que les gens comprennent le timing et le contexte de ce débat. L'avis du Conseil de la concurrence sur l'ouverture ou sur la distribution des médicaments dans laquelle figure cette mesure de l'ouverture du capital des pharmacies, c'est un avis qui n'a rien à voir avec l'avis sur le décret relatif au prix des médicaments. Alors, il y a un point commun, c'est les modalités. Le décret définit comment on rémunère le grossiste et comment on rémunère le pharmacien d'officine. D'accord. Donc, nous avons répondu au gouvernement comment nous pensons devoir modifier, parce que je rappelle que dans la version initiale, il y avait reconduction du système tel qu'il est aujourd'hui, sans changement. Nous pensons que ce n'est pas une bonne chose, donc nous considérons qu'il faut changer. Et on reprend dans l'avis cette partie-là, sur la rémunération des pharmaciens. Ça, c'est dans le décret du médicament qui fixe le prix du médicament. Il y a aussi un élément important qui intéresse les pharmaciens, c'est la présence des génériques au Maroc qui est définie par ce décret, sur lequel on a apporté un certain nombre de recommandations qui, cette fois-ci, touchent et les pharmaciens et l'industrie pharmaceutique. L'objectif étant d'avoir le maximum de génériques le plus tôt possible et de les avoir fabriqués localement de préférence. Donc, c'est en ça que le Conseil a apporté aussi un avis plus général que le fait de répondre au souci de dire il y a ou il n'y a pas pour être dans une logique dynamique. Alors, je rappelle en parlant du générique que nous sommes d'accord aussi avec la substitution qui peut être donnée aux pharmaciens de remplacer ce qu'on appelle un princeps, c'est-à-dire un médicament sous marque, par un générique encadré par la sécurité sociale qui peut gérer les équivalents pour ne pas laisser le pharmacien dans une sorte de responsabilité abusive dans le cas où il fait un remplacement qui se traduirait par un souci de santé. Il faut que ça soit encadré sur la base
d'un catalogue qui est connu, qui est celui de la réponse thérapeutique du médicament. C'est à la CNSS de dire aux pharmaciens, voilà le principe, voilà les équivalents génériques que moi, Sécurité sociale, j'accepte de rembourser. Très bien. Alors, rapidement, pour conclure, je reviens à cet avis sur la distribution des médicaments. La prochaine étape, c'est la publication de l'avis officiel du Conseil de la concurrence à la mi-mars, si j'ai bien compris. Les recommandations du Conseil sur les prix des médicaments, donc relatives au décret sur les prix des médicaments, ont déjà été envoyées au gouvernement. Absolument. La prochaine étape, c'est quoi? Alors, la prochaine étape, nous attendons la nouvelle version du décret pour voir si nos avis, le gouvernement peut tenir compte ou pas des avis du Conseil. Bon, la loi dit juste une chose, c'est quand le gouvernement ne prend pas compte de l'avis du Conseil, il doit le justifier, il doit dire pourquoi. Donc, nous devons, à minima, avoir une réponse du gouvernement. Soit il prend nos avis, et dans ce cas, il n'y a pas de problème, soit il ne les prend pas. Dans ce cas, on va examiner les motivations du gouvernement à ne pas les prendre en considération. L'avis, par contre, une fois qu'il est sorti, notre rôle est fini. Nous lançons un débat national avec l'ensemble des parties prenantes. Nous considérons d'ailleurs que l'opportunité est la bonne. Pourquoi? Parce que nous sommes en pleine réforme de notre système de santé, dans le grand projet royal qui couvre la couverture sociale généralisée, qui couvre aussi l'amélioration très, très notable de l'offre publique de soins à travers les grands hôpitaux qui sont en train d'ouvrir partout, à travers l'instauration de l'agence du médicament, de l'agence du sang, de la haute autorité de la santé, des structures régionales qui doivent permettre aux hôpitaux publics de tourner en synergie, certainement d'un certain nombre de réformes qui vont toucher le lien entre la médecine privée et la médecine publique, notamment pour que les médecins pratiquants, les praticiens puissent exercer de façon souple avec un système qui permet peut-être de passer de l'un à l'autre facilement. Ça, on verra dans le futur. Donc, on est en train, globalement, de réfléchir à notre système de santé de façon globale. On dit c'est le moment, c'est pour ça qu'on a ouvert le dossier. C'est le moment aussi de penser à la problématique de la distribution des médicaments pour voir comment d'autres pays ont évolué, comment d'autres pays qui n'ont peut-être pas évolué gèrent leurs problèmes actuellement, et de donner une position en tant qu'entité indépendante. Le Conseil est une entité indépendante pour dire voilà notre avis. Cet avis n'engage pas le gouvernement, mais nous pensons qu'il doit faire partie des éléments du débat. Donc notre rôle est fini quand l'avis est sorti, mais si on nous sollicite pour approfondir tel ou tel sujet, nous sommes prêts. Très bien. Cet avis sur la distribution des médicaments au Maroc, je le rappelle, sera donc publié en principe à la mi-mars. Et sur la base aussi des recommandations dans cet avis, le gouvernement prendra ou pas en considération ces recommandations pour l'autre avis pour légiférer plus précisément sur les prix des médicaments. Absolument. On sait aussi que l'État est en train de légiférer pour les médicaments. Oui. Sur 3 sujets. Il y a le prix du médicament, un projet de décret existe, mais un autre projet très important, c'est sur ce qu'on appelle les AMM, c'est les autorisations de mise sur le marché. Oui. Il est très important parce que c'est celui qui conditionne l'offre de médicaments et qui conditionne aussi la possibilité d'avoir une industrie locale florissante, ce que nous appelons de nos vœux. Mais il y a aussi le décret qui fixe les modalités de remboursement, puisque nous passons à une sécurité sociale généralisée. Donc la charge va se chiffrer dans le futur à plusieurs milliards ou dizaines de milliards de dirhams. Or, si on ne veut pas que notre système explose, il faut qu'une partie des coûts soit maîtrisée. Et parmi les coûts, d'ailleurs, il y a le coût de la distribution des médicaments parce qu'ils sont dans le prix du médicament. Très bien. Merci beaucoup, Ahmed Rahoum. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est un sujet que nous suivons avec beaucoup d'intérêt sur Média 24 et on continuera à le faire. Et on vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci de nous donner cette occasion d'expliquer notre point de vue. Et à bientôt dans le 12-13 de Média 24. À bientôt. La prochaine fois, j'espère que vous allez nous faire le plaisir d'être parmi nous dans le studio à Casablanca. En tout cas, marhaba bikoum, quand vous voulez ici.